OK. Alors, bonjour tout le monde, bon matin en direct de Montréal en ce 15 novembre 2025. Nous sommes ici pour une nouvelle rencontre, hein. Notre dernière rencontre était au mois d'août, hein. Nous nous étions penchés, je crois, ah non, c'était un Zoom sur un autre thème. Nous avions, au mois de juin dernier, justement, abordé Épicure, la lettre à Ménécée. Aujourd'hui, on y va avec une autre école philosophique. Je vais bien sûr vous parler de ces écoles philosophiques-là dans quelques instants, mais je vous remercie tous et toutes de vous être inscrits, bien sûr, à ce Zoom atelier philosophique portant sur Épictète, le fameux manuel en grec Enchiridion, qui veut dire le poignard ou le document que l'on peut tenir sous la main. Donc, c'est comme un- un double sens, hein, une polysémie autour du manuel d'Épictète. Et sachez que ce qu'on a aussi d'Épictète, c'est bien sûr les entretiens, 4 volumes sur 8. Mais aujourd'hui, j'y vais avec ce fameux manuel qui circulait sous le manteau à l'époque romaine, parce que Épictète est un esclave romain, bien sûr, mais nous avons accès à Épictète, dis-je, de quelle manière? Par un historien qui était son élève. C'est bien sûr, nous avons tous ces documents en grec ancien grâce à Arien, grâce à l'historien Arien qui était son élève, si je ne m'abuse. Alors, merci à tous et à toutes d'être présents. Mathieu Martel avec vous, directement de Montréal, pour cet atelier philosophique portant sur le manuel d'Épictète. Mais avant tout, je vais vous dire que l'école d'Épictète, bien sûr, puis Épictète fait partie d'une école qu'on appelle les stoïciens, qui vient bien sûr d'une espèce de salle, une salle où il y avait des peintures affichées sur les murs d'un édifice qui s'appelle le portique, soit le stoa. Et les écoles de philosophie grecque, hein, remontent bien sûr à Pythagore, qui s'est installé au sud de l'Italie, à Crotone, qui a parti une école initiatique, bien sûr, où il fallait connaître les mathématiques, garder silence pendant 2 ans au moins avant d'avoir accès aux enseignements de Pythagore. Donc, une des premières écoles philosophiques, c'est bien sûr au 6e siècle avant notre ère, à Crotone, en Italie du Sud. Une autre école vient bien sûr s'installer avec Platon et sa fameuse académie. Va s'en suivre euh, l'école d'Aristote, le lycée, hein, qui a donné son nom au Centre d'études collégiales françaises. Voilà. Et après, il va y avoir d'autres écoles. Après la mort de Socrate, on a l'école des logiciens à Mégare, les mégariques, qui va se développer. On a une école qui se distancie de Socrate, qui s'appelle le jardin d'Épicure, hein. Donc, Épicure a acheté un jardin près de l'Agora d'Athènes, mais c'est un des seuls philosophes, Épicure, qui se distancie de la figure de Socrate comme inspiration profonde. Là, chez les stoïciens, vous allez voir qu'à la fin de notre dernière citation, c'est bien sûr Socrate comme modèle qui est présenté. Mais j'ai peut-être oublié d'autres écoles. Donc, on a les stoïciens, on a l'école des sceptiques. Et l'école sceptique n'a pas vraiment, est basée, s'appuie sur Pyrrhon d'Hélice, qui est allé, bien sûr, avec quelques disciples dans comment dire, les aventures d'Alexandre le Grand jusqu'en Inde. C'est assez fou. Donc ça, c'est l'école sceptique. J'ai dit les mégariques. On a aussi Aristippe, dont il nous reste quelques fragments. Michel Onfray, bien sûr accompagné d'une historienne ou d'une philologue, a reconstitué des fragments liés à Aristippe de Cyrène. Ça, c'est l'école de Cyrène. Et Aristippe, c'est un hédoniste, mais un hédoniste qui, à la fois, veut qu'on développe la vertu. Donc, il y a plein de petites écoles après Socrate, dont, bien sûr, celle fondée par Antisthène, qui est l'école, bien sûr, des stoïciens. Mais nous, on va y aller à partir d'un document. C'est le stoïcisme romain, OK? Et c'est la figure d'Épictète qui est là, qui est né en 50 et qui est mort, je crois, en 130 après notre ère. Et après, ça sera Marc Aurèle
qui prendra la suite comme modèle avec les pensées pour soi-même. Donc aujourd'hui, on ne travaille pas sur les pensées sur soi-même, on ne travaille pas sur les fragments d'Antisthène, parce que tout ce qui nous reste des anciens stoïciens, c'est des fragments. Aujourd'hui, on travaille sur le fameux manuel que pouvez vous procurer en bas de 10 $. Hein, on pourrait même dire en France 5 euros ou même en bas de 10 $ canadiens. Fait qu'on va y aller tout de suite, puis il y aura des questions, des commentaires, n'hésitez pas. On salue les gens qui vont nous écouter en différé parce que vous allez aussi recevoir cet enregistrement-là. Et je vous présente de 10 à 12 principes que je vais commenter un à un, tous et toutes tirés d'une édition dont on va aller voir tout de suite l'édition. Voilà, partage d'écran ici. Alors voilà, donc 15 novembre, notre atelier ici, je le mets en jaune ici, regardez ici, est-ce que je peux le mettre en jaune? Principe tiré du manuel d'Épictète, édition Philo GF, Paris 2020, donc traduit du grec ancien, et j'y vais d'une numérotation, on va y aller une étape à la fois. Le principe 1.1 du manuel d'Épictète, c'est le fameux discernement de l'école stoïcienne, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc on va lire ensemble euh, le premier principe, puis après s'il y a des questions, des commentaires, on va y aller avec des questions et commentaires pour chacun des principes. Le fameux discernement stoïcien, qui est la pierre d'assise de cette école philosophique, hein, une école philosophique basée sur des vertus comme euh, la maîtrise de soi, le détachement, la mise en œuvre d'une volonté, mais qui est liée au cosmos. Une volonté individuelle, mais aussi une volonté liée au cosmos. On verra ça dans quelques instants. Et le stoïcisme est très populaire de nos jours. Il y a un retour au stoïcisme. Et voilà, allons voir ici. Ce fameux discernement, je vais essayer de grossir ça. OK. Je sais pas si vous voyez bien. Parfait ici. On va revenir après ensemble. Parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous, d'une part, les jugements, l'impulsion et le désir, l'aversion et, en un mot, toutes nos activités propres. Ne dépendent pas de nous, d'autre part, le corps, nos biens matériels, les opinions que les autres ont de nous, les magistratures et, en un mot, tout ce qui n'est pas de notre activité propre. On va donner quelques exemples liés à aujourd'hui parce que certains vont dire, oui, mais le corps, ça dépend de moi. D'une part, oui, ce que je fais avec le corps, qui dépend de ma volonté, ça dépend de moi. Mais le corps dont j'ai hérité, hein, bien sûr, parce que je suis issu d'un père et d'une mère, celui-ci est bien sûr d'un ADN qui remonte à nos ancêtres, celui-là, ce corps-là, nous avons un corps, nous disposons d'un corps, mais tout ce qui va s'en suivre avec le corps, ce que nous allons subir, la température, certaines blessures ne dépendent pas de nous, de notre volonté. Nous ne nous levons pas un matin en disant je veux être blessé, donc on subit de l'extérieur certains éléments au niveau du corps. La température ne dépend pas de nous. Ce que les autres pensent de nous, ça ne dépend pas de nous. Et ce que décident les gouvernements d'une façon plus précise lorsqu'ils discutent pour modifier des lois, etc., ou changer les principes de société, ce qui dépend de nous, c'est d'aller voter, peut-être, mais tout ce qui se décide à un instant supérieur, ça ne dépend pas de nous. Fait que ça, c'est le fameux discernement de base, qui est le fondement de l'école stoïcienne. Ce discernement-là, c'est savoir repérer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et ce qui dépend de nous, c'est bien sûr l'usage que nous faisons de notre raison, l'usage que nous faisons de notre volonté, de nos décisions. Et l'aversion, c'est le refus de certaines choses, savoir dire non, savoir refuser, etc. Et aussi la posture que nous allons adopter face à un comportement qu'on trouve désobligeant. Tu sais, on peut subir des insultes de la part de quelqu'un, des jugements. euh, on peut se faire, notre réputation peut aussi être ébranlée par ce que pensent les autres.
Les stoïciens vont nous amener à nous recueillir dans ce qu'on appelle une citadelle intérieure, donc un recueillement où on va essayer d'être en paix avec ça et justement opérer ce fameux discernement-là, rejeter. Donc, ça demande un exercice de la raison, hein. Dire que ben, ce que les autres pensent de moi, je n'ai pas de contrôle là-dessus, hein. Donc, les rumeurs qui vont partir dans les journaux, ce que le regard que les autres portent sur nous, ça, on ne peut pas rien faire. Donc, une forme d'abandon. Il faut abandonner ce que l'on ne contrôle pas et se concentrer sur ce que l'on contrôle. C'est-à-dire là, organiser notre quotidien à partir de réflexions, de choix rationnels, de décisions. Et c'est ça qui dépend de nous. Par exemple, si nous sommes blessés, nous sommes dans une chaise roulante, ce qui dépend de nous, c'est peut-être demander l'aide, de recourir à un transport adapté, par exemple, et de faire avec, de faire nos exercices avec le physio, hein. C'est ça qui dépend de nous. Fait que la théorie stoïcienne nous ramène à notre capacité de raison et à notre volonté, puis d'éloigner, tenter d'éloigner par une forme de recul, de distanciation, ce qu'on ne peut pas contrôler. OK? Fait que c'est ça un petit peu le fameux discernement premier. On va aller retourner, puis après, préparez vos questions, vos commentaires. On va le regarder encore ensemble, juste pour partager. Parfait. OK, voilà. Les unes dépendent de nous, les autres, ça, c'est ça le premier discernement. Savoir faire le tri et discerner, hein, c'est discriminer d'une part et d'autre. Les jugements, les jugements que nous avons sur les choses, ça dépend de nous. Notre désir, l'aversion, c'est refuser certaines choses et de ne dépendre pas de nous, ben, les biens matériels, les opinions, la magistrature et ce qui n'est pas de notre activité propre. Donc, l'activité propre, c'est lié finalement au principe premier qui est le boulésis en grec. Boulésis, c'est le, ben, à la fois, c'est boulésis, ça veut dire aussi délibération, mais la volonté. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires par rapport au premier principe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête? Si vous voulez dire quelque chose, ne vous gênez pas. Ça, c'est le plus, c'est ardu, là. Ça va s'alléger avec. Ça, c'est même le premier paragraphe. Donc, c'était super important dans le manuel d'Épictète. C'est le premier paragraphe. Olivier, je t'écoute. On peut-tu dire, Mathieu, que le grand chanteur, poète montréalais juif Léonard Cohen était un grand stoïcien? Il y a plusieurs chansons qui parlent de Leave all the things you can control et tout ça. Il Ah! était beaucoup dans la spiritualité aussi, Monsieur Cohen, là. Donc, comment tu vois ça? Ben, écoute, c'est un bel apport, Olivier, ce que tu dis. C'est ça, c'est que, donc, cette fameuse-là, d'abandonner, de lécher les choses que l'on ne contrôle pas, je trouve que ça éclaire vraiment bien le premier principe. Il y a des éléments qui sont en notre contrôle et d'autres qui ne le sont pas. Puis apprendre à se détacher, apprendre à laisser aller ce que l'on ne contrôle pas, c'est très difficile parce que le désir, hein, c'est comme une pulsion, un élan, puis on aimerait ça que les choses se passent telles que nous le désirons. Mais la vie, toutes les épreuves de la vie nous poussent à apprendre dans le temps, lentement, à nous dire, ben, ce que je contrôle, c'est ce qui est à ma portée de main pour l'instant. Le reste, c'est un grand apprentissage que de s'abandonner, que de se détacher de tout ça. Puis ce que tu amènes comme point, j'avais mis une citation de Paulo Coelho. Il y en a qui disent, bon, Paulo Coelho, c'est de la spiritualité superficielle, mais il dit, bon, je laisse pas, je m'attache aux choses qui passent et je me détache des choses qui quittent mon environnement ou les relations, etc. Tout ça, c'est comme un apprentissage. On va apprendre à bien vivre, mais c'est parce que la vie, c'est des défis, c'est des obstacles, etc. C'est pour ça que le stoïcisme moderne, vu qu'on vit beaucoup d'opposition en ce moment à tous les niveaux, ça nous pousse. C'est quelque chose qui est universel, tu sais. Mais merci Olivier pour ton point, puis il va y avoir d'autres points. Est-ce que Anton, Cathy ou Nicole voulaient... Anton, on t'écoute. Ben, tu sais, moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, puis je pense que j'avais déjà un peu intégré cette philosophie en lisant, il plusieurs années, le livre d'Eckhart Tolle du moment présent, là. Je pense que OK, oui. partie de ta philosophie qui rejoint ça. Puis plus tard, un peu plus, c'est en lisant un livre d'un psychologue sur la douleur chronique.
Donc, je pense qu'il Ouais. s'est beaucoup inspiré du stoïcisme parce que justement, il y avait beaucoup de cette question-là de, tu sais, d'apprendre. Je pense qu'il y a même une citation de. euh, voyons, j'ai oublié c'est quoi son nom. En tout cas, tu sais, j'ai oublié la citation. Mais bref, c'est ça, tu sais, c'est de prendre conscience des choses sur lesquelles on a le contrôle, puis sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Tu sais, je pense que ça peut autant rejoindre, tu sais, comme que c'est bon pour dans le contexte de douleur chronique, mais tu sais, aussi autant pour Hmm. l'anxiété, puis tu sais, notre bien-être en général, parce que je trouve que comme c'est un, c'est un bon point de départ parce que ça rejoint, tu sais, énormément de choses. Comme, tu sais, on peut penser juste à la politique, mettons, les choses vont mal dans le monde, tu sais, tu pourrais dire, ben, il faut Ouais. avoir une bombe nucléaire, mais tu sais, même le fait, tu sais, de stresser pour ça, c'est juste le fait de prendre conscience que ça n'a pas d'allure de stresser pour ça, Hmm. tu sais, que c'est ridicule, ben, tu sais, ça peut t'aider justement à te focusser un peu plus sur le moment présent, puis, tu sais, de faire des choses qui sont importantes pour toi. Mais tu sais, en même temps, ben, tu sais, tantôt, tu as nuancé des choses, puis je pense que c'est bon aussi de trouver tu sais, un juste équilibre, parce que des fois, tu sais, je pense que tu avais publié une publication justement comme hier, le bonheur Mhm. dépend du fait de, c'était quoi déjà, de laisser venir ce qui Ah, vient, puis laisser partir ce qui s'en va. voilà. Mais Tu ça, sais, c'est ça. C'est une forme de c'est une lâcher forme prise, de mais je lâcher pense que prise, de détachement. jusqu'à un certain. Je pense que c'est bon, mais jusqu'à un certain niveau. Parce que tu sais aussi, des fois, tu peux dire, mettons, si tu es en relation avec du monde, puis les personnes s'en vont tout le temps, mais si tu dis, bon, ben moi, tu sais, je lâche prise, je laisse partir, mais Mhm. si tu t'amènes pas de questionner sur toi-même, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct, tu sais? Ou si, Oui, si mais tu c'est t'amènes ça. pas, ou si, je veux juste finir, ou si tu t'amènes pas Ouais. de questionner sur le problème qu'on a d'une espèce d'individualisme puis d'un amour-propre exacerbé dans notre société Mhm. actuellement que tu sais, les gens peuvent se dire tellement qu'ils vont tellement privilégier leur bien que finalement, tu sais, ils veulent pas chercher de compromis. Fait que toi, tu te dis, ben, moi, je lâche prise. À un moment donné, c'est un peu faire l'autruche puis se mettre la tête dans le sable puis pas voir d'autres problèmes, tu sais, d'un point de vue sociétal, là. Absolument, Anton. Je vais juste rebondir sur ce que tu dis. Justement, bon, d'une part, mettons qu'on lit les journaux, on s'insurge contre la politique internationale, américaine. On peut mettre beaucoup d'énergie là-dedans. On peut se demander d'un point de vue stoïcien, qu'est-ce que je peux faire pour... Justement, parce que le stoïcisme, c'est vraiment une participation active, tant au niveau politique, hein. Donc, on ne sort pas du monde, on rentre dans les structures, puis Marc Aurèle, c'était un empereur qui agissait basé sur les écrits d'Épictète, etc., du stoïcisme entier. Donc, on s'implique. Ça revient aussi à la phrase de Gandhi, que puis-je, tu sais, est-ce que je peux être le changement que je veux voir dans le monde? Donc, c'est une philosophie de l'action, c'est une philosophie qui est étatique, on peut être stoïcien, puis être dans l'État, pratiquer, etc. Mais comme tu dis, des fois, dans l'interprétation du lâcher-prise, de tout laisser aller, puis de ne pas intervenir, ben là, ça peut être une forme de désengagement, mais le stoïcisme pousse quand même, bien sûr, à faire ta propre réflexion et à ne pas se désengager au niveau politique puis au niveau social, justement, en étant comme un moine ou un ermite qui sort du système. Non, c'est c'est dans la vie courante. Puis c'est justement une politique qui a amené le concept de citoyen du monde, tu sais, d'ouverture aux citoyens du monde. Ça vient du stoïcisme. Hmm. Merci, Antoine. On va juste y aller avec la fermeture du petit micro. Je repars avec mes principes parce qu'on a quand même, je crois, 12. Il y en a peut-être qui vont être un peu plus courts. On continue. Éducation. OK. Parfait. Ça, c'est assez subtil. Donc, c'est le cinquième aphorisme du manuel. L'activité propre d'un homme non éduqué, c'est de reprocher aux autres ce que lui-même fait de mal. De, euh, OK. Puis l'autre part, il y a une petite coquille ici, là. Euh, je vais juste corriger ici. De celui qui commence à s'éduquer, c'est de n'adresser de reproches qu'à lui-même. Et enfin, de celui qui a fini de s'éduquer, de n'adresser de reproches ni à autrui, ni à lui-même. Donc, écoutez, c'est vraiment au niveau logique, là, il y a vraiment des nuances. Ces trois niveaux, je vais juste répéter, on va regarder ça ensemble. L'homme éduqué va reprocher des choses à autrui. Tout ce que les gens font de mal, de mauvais, euh, sans se regarder lui-même. OK? Puis souvent, c'est ça. Donc, il n'y a, y a pas de regard sur soi. Donc, on est juste dans la projection.
un tel a fait une mauvaise chose et on ne se regarde pas soi-même. Donc, il n'y a pas de regard introspectif sur son propre comportement. C'est simplement identifier les mauvaises actions chez autrui sans se regarder. Fait que ça, c'est le concept du non-éduqué. Je vais le mettre ici en jaune. On a le non-éduqué. D'autre part, est-ce que ça fonctionne en jaune? Allons-y. D'autre part, celui qui commence à s'éduquer, donc celui qui est dans un début d'éducation, c'est de n'adresser de reproches qu'à lui-même. OK? Donc, il va se critiquer, voir, bon, j'ai fait une mauvaise action aujourd'hui, je manque de discipline, je suis arrivé en retard, j'arrive pas à être productif, à faire les tâches qui m'incombent, et là, on va se critiquer soi-même. Ça, c'est le début de l'éducation. Mais la fin de l'éducation, regardez bien ça, celui qui a fini, mais posons-nous une question, est-ce qu'on finit un jour de s'éduquer, hein? Celui qui a fini ne va pas s'adresser de reproches ni à lui ni à autrui. Ben, moi, je dirais peut-être que je vais revenir ici, c'est peut-être pas celui qui a fini de s'éduquer, mais celui qui a compris, qui est peut-être à un certain niveau de sagesse, qui dit, ben, les reproches envers moi-même, c'est-à-dire d'être moins indulgent vers moi-même, donc je pourrais m'adresser plein de reproches, d'être déçu de mon comportement tout le temps, puis de porter un jugement de déception sans cesse sur moi. Et est-ce que, je vais juste aller voir. Et donc, l'hyper-éduqué va arrêter de reprocher des choses aux autres et arrêter de reprocher des choses à soi-même. Et là, je vais vous poser la question, dans quel genre d'espace on est lorsqu'on arrête d'être dur envers soi-même et lorsqu'on arrête d'être dans le reproche envers autrui? Qu'est-ce que ça, à quoi ça vous fait penser comme état, là? Qu'est-ce qui se cache dans le troisième niveau? Si vous avez, pouvez tenter de lever la main, puis ça se peut que ça soit vous allez émettre aussi peut-être une critique face à ça, mais le comble de l'éducation, c'est le non-jugement envers soi-même, non-reproche et la non-critique envers autrui. Moi, j'ai une idée, là, qu'est-ce qui se cache derrière cet état-là, selon vous? Est-ce que quelqu'un voudrait amener quel genre d'état intérieur? On est dans quoi? Nicole, tu peux ouvrir ton micro? Je ne sais pas si tu es capable. Ou je vais te l'ouvrir parce que là, je ne t'entends pas. Euh, Vas-y, Nicole, ouvre ton micro si tu es capable. Je t'entends pas, Nicole. OK, c'est beau. Vas-y. Non, OK. Je vais juste attendre une seconde. Là, Je vais... m'entends-tu? C'est beau. Vas-y, Nicole, on t'écoute. Ah, alors, moi, ça me fait penser à une sérénité qui ne vient qu'avec l'âge. C'est une forme de, voilà, écoute, avec l'expérience, c'est bien, une forme de sérénité. OK? Merci. Puis à part de ça, Olivier, Anton ou Cathy, cet état-là où on ne critique plus autrui pour son comportement, ni soi-même avec dureté. Est-ce que ça pourrait être autre chose que Moi, j'ai le mot Anton? acceptation, là. Je sais pas si ça ressemble un peu, là, mais. Ouais, l'acceptation de ce qui est, tu sais, Mais l'acceptation aussi de où, l'acceptation de l'autre comme qui est avec ses erreurs, puis de l'acceptation du fait que, tu sais, toi, t'es pas parfait en tant que personne. C'est plus dans ce sens-là. voilà. Fait qu'il y a une absence. Écoutez, ce qui est caché, merci Anton, c'est très bien. Donc, Nicole, juste fermer ton micro. Derrière Oh, tout ça, regardez, il y a une suspension. On retrouve ça chez les cyniques, une suspension du jugement pour rester peut-être dans un état de sérénité, de paix intérieure. Pourquoi je passerais mon temps à trouver des reproches, à reprocher à autrui ses comportements erronés en le jugeant? Et pourquoi je m'en voudrais toujours, là? Spinoza appelle ça avoir des remords ou se mordre l'âme une deuxième fois, hein? Se sentir coupable et s'en vouloir ardemment en quittant le moment présent et en quittant la sérénité. Mais là, on parle d'un état d'éducation parachevée, on parle d'un état de sagesse. Est-ce qu'Olivier, tu veux rebondir là-dessus? Je vois que tu bouges un peu, là. As-tu quelque chose à émettre là-dessus? Pas encore, pas pour le moment? Non, c'est bien dit par mes deux comparses, hein. OK, excellent. Je vais juste revenir avant de quitter. Euh, ben non, j'avais fait le commentaire. Je vais revenir au troisième principe. Donc ici, là, le non-éduqué voit le mal à l'extérieur, mais ne le voit pas en lui. Puis
celui qui commence à éduquer commence à s'adresser des petits reproches, là, hein. Peut-être que, ouais, j'ai manqué d'indulgence aujourd'hui, je suis pas assez discipliné, je suis en retard, je suis incohérent. C'est d'apprendre à s'observer. Allons voir maintenant le troisième principe. Ça, c'était le 5. Ce qui arrive. OK. Alors, celle-là, c'est assez troublant. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux qu'elles arrivent, mais veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent. Et le cours de ta vie sera heureux. Alors, ne demande pas aux choses qu'elles arrivent comme tu veux, liées à ta volonté, liées à ton désir, mais apprends à les accepter, hein, comme elles arrivent. Mais là, c'est la question du bonheur. Je crois que dans le stoïcisme, un peu comme l'épicurisme, le bonheur, c'est l'absence de trouble, l'ataraxia, dans le corps et dans l'esprit. On est heureux quand on n'est pas troublé émotionnellement, psychiquement, on n'est pas dans un brouillard mental, une désorganisation, et qu'il n'y a pas de grandes douleurs corporelles, de, grands, de grandes blessures, de grands maux. Et là, ce qui est dit, c'est, vous avez plus, nous sommes des êtres de désir et de compréhension, nous dirait Spinoza, mais souvent, nous voulons que nos désirs, nos rêves, nos fantasmes se réalisent. Puis là, on se rend compte que la vie n'est pas basée sur nos propres désirs, hein. La vie n'est pas que satisfaction de nos désirs. Des fois, il y a des obstacles, des difficultés, il y a des gens qui nous disent non, etc. Fait que là, il y a ce premier élément-là. Apprends à ne pas vouloir simplement que ta vie soit la réalisation de tes désirs propres, mais là, le second apprentissage, hein, je vais juste le remettre ici pour être dans le texte, parce que là, oups, excusez, je vais retourner ici pour être dans le texte. Voilà. Veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent. Donc, apprends, hein, à dire, OK, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est difficile de vouloir que les choses, tu sais, c'est presque comme ça me fait penser à Nietzsche et l'amour du destin, là. La mort fatigue, t'appuies ce qui s'est passé, même si c'est triste, même si c'est décevant, c'est un apprentissage. Bon, ben c'est ça qui est passé, ça me déçoit, ça m'attriste, ça m'affecte, je trouve ça difficile, je suis fâché. Là, c'est là qu'Eckhart Tolle va un peu plus loin, d'assumer les émotions qui viennent avec ça, mais aussi de dire, ben, que puis-je? Que puis-je? Mes désirs, j'ai une fille avec qui je discutais, son chalet, elle avait réservé un chalet pour un mois et le monsieur a vendu le chalet. Donc, elle n'a pas pu aller faire son mois de vacances au chalet. Elle est triste. Quelqu'un ne nous donne plus de nouvelles, ne répond plus à nos courriels. Ça nous affecte. On applique à un emploi. J'ai un ami qui a appliqué pour, il a fait écoutez, un cas concret. 10 ans de processus, 10 mois de processus au fédéral pour être policier à la GRC et il se fait dire le 10e mois que sa candidature n'est pas retenue et que la communication s'arrête tout de suite. Imaginez, vous êtes dans un processus, vous pensez que tout va bien et à la fin, on vous dit ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hein, quand les difficultés de la vie nous arrivent, c'est pas facile. Donc, le stoïcien va dire, bon, on va essayer d'apprendre à appuyer ce qui arrive. C'est encore là, c'est tout un entraînement et ce n'est pas facile, puis c'est pour tenter de passer à travers. Commentaires, questions, les amis, sur ce principe-là, hein, apprendre à vouloir que les choses arrivent comme elles arrivent. It is what it is, here is what is, etc. en anglais. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, Nicole? Voulais-tu dire quelque chose? Je trouve que Parfait. ça rejoint l'acceptation dont le jeune homme a parlé tantôt, là. Oui, Faire avec. c'est pas facile. Anton, tu peux poursuivre? Ouais. Ben, tu sais, je trouve que c'est ça, c'est tant un peu relié au premier. C'est comment que tu les appelles tes Ah, c'est les principes de. C'est tout le temps relié un peu au premier principe Oui, parce qu'encore là, tu as une question, il faut que tu te poses. Ben, ça ramène au premier principe, peut-être c'est pour ça qu'ils l'ont mis de base, parce que là, ici, oui, faut que tu te poses la question, ben, est-ce que j'ai le contrôle sur ce qui arrive ou non, tu sais, parce que, mettons, si je fais une application, une job, puis là, j'ai une première je me fais refuser une première fois, oui. ben, peut-être que, tu sais, je peux quand même essayer de m'améliorer, puis aller, tu sais, accepter que là, je me suis fait refuser cette fois-là, mais ça veut pas dire qu'il faut que je dise, ben, ça, c'est mon destin, tu sais, je ne travaillerai pas toute ma vie, là. Tu peux t'améliorer, Voilà. te reprendre.
Il y a juste deux, moi j'avais noté deux mots dans je m'en rappelle par cœur dans la Vas-y. citation, mais le mot vouloir puis heureux qui me Hmm. gossait un peu. Parce que le fait de vouloir, tu sais, c'est ça, mais je pense que tu l'as dit tantôt justement, là, mais tu sais, c'est parce que c'est ça, c'est le fait de, ben, tu sais, je voulais que ça arrive comme ça, tu sais, ça fait un peu, ça fait un peu too much, là, je trouve, là. Je pense que juste c'est plus le fait de travailler que, un peu comme tu as dit tantôt, ben, là, je reconnais que, tu sais, ça me fait chier un peu, je suis triste, mais tu sais, je l'accepte, tu sais, que c'est comme ça. Ouais, Peut-être je que pense que le terme employé comme c'est l'acceptation. Là, il parle de vouloir que ce qui arrive arrive. Tu as raison. C'est bien ça mieux va de un peu plus dire loin. apprendre à accepter. C'est ça. Puis il y a aussi le côté heureux, dans le sens que ben, peut-être que Ouais, tu ne vas pas tout le temps être heureux, mais au moins, ben, peut-être aussi ils n'ont pas la même façon de concevoir qu'est-ce qui est heureux, là, parce que ouais, tu aurais expliqué le bonheur, c'est comme une absence de trouble. voilà. Mais tu sais, en même temps, mettons, tantôt, j'avais nommé le fait d'avoir des douleurs chroniques, mais tu peux vivre avec des douleurs dans le corps, pas être nécessairement heureux d'avoir ça, mais à un moment donné, de l'accepter, mais de pas, avec tes pensées négatives, empirer ta douleur et ta souffrance psychique. OK, ben ça, on retient ça une tonne, hein? Ne pas rempirer la situation avec tes pensées de la rumination. Ça, on fait juste garder ça entre parenthèses. Je crois qu'on va y aboutir avec un autre principe. Ça va éclairer la chose. Donc, les amis, je continue. OK, Il y on avait juste avance. le mot. Vas-y. Ah oui, je pense que j'ai dit tantôt, excuse. C'est correct. Parce que c'était. Je pense que s'il y avait une notion de destin là-dedans aussi, là, dans cette. Oui, ben ça, le destin, je retiens ce que tu dis là. Je fais juste dire que ça s'en vient dans nos principes. Parfait. Là, on est rendu, juste fermer le micro. OK. La vie comme être au banquet. Bon, il y en a qui vont aimer ça ici, la comparaison, l'analogie avec le banquet. La vie, c'est comme être au banquet. Bon, un banquet, là, chez les Grecs, c'est une fête. Il y a du vin avec qu'on va bien sûr couper avec de l'eau. Le fameux banquet de Platon, hein, où il y a des hommes qui discutent. Il y a de la musique, il y a de la danse, de la poésie, etc. Et c'est une soirée avec alcool, on coupe ça avec de l'eau, puis il y a des discussions et il y a de la musique ambiante. OK? Fait que c'est comme une fête. Ça peut être un grand souper aussi. Regardez bien ça. Souviens-toi, c'est une injonction, qu'il faut te conduire comme dans un banquet. L'analogie avec le banquet. Le plat qui circule est arrivé jusqu'à toi. Tends la main et serre-toi décemment. Il s'en va et ne revient. Ah, excusez, ne retient pas. Ici, c'est et ne revient pas. Il n'est pas encore là. Ne lance pas ton désir au loin, mais attends qu'il arrive à toi. Donc, il y a deux éléments ici. Regardez. Sers-toi décemment au banquet. Et ici, le plat là, pour à manger, mais attends qu'il arrive à toi. Donc, il y a deux éléments, deux injonctions. Sers-toi. Même si c'est un peu, on t'offre certains éléments dans la vie, saisis l'occasion, sers-toi décemment, ne pars pas avec le plat des entrées tout pour toi-même, sers-toi décemment, donc avec, comme chez les Grecs, avec mesure, hein, avec mesure, et le plat ne revient pas, et à un certain moment donné, il revient, attends, attends qu'il revienne. Donc, il y a une forme d'abandon ici, là, attends que les choses arrivent à toi. Parce que quand on est pris dans le désir, ici, on veut être un conquérant, on est assoiffé de multiples désirs dans toutes les sphères de notre vie, puis on veut que ça se passe comme nous voulons, nous sommes des êtres désirants. Mais les stoïciens vont nous apprendre à dire, bon, le plat passe, saisis l'occasion, le plat s'en va, observe-le s'en aller. Alors, à certains moments donnés, les occasions viennent vers toi, apprends à t'abandonner, apprends à être dans l'écoute, mais sans bien sûr être dans l'attente, l'espoir infini, mais sache que c'est un mouvement de la vie, hein, comme la température. Une journée c'est froid, l'autre journée c'est pluvieux, l'autre journée c'est plus chaud. Saisis les occasions selon la température de la journée. Allez-y de vos commentaires. Est-ce que je pense que Nicole est déjà prête? Est-ce que tu es déjà prête, Nicole? Tu peux ouvrir ton micro puis on va t'écouter. Euh, Vas-y, j'ai- Nicole. le mot qui m'est venu, les deux mots qui me sont venus, c'est modération et contrôle. C'est une décision, dans le fond, d'accepter encore. On est toujours dans le même. Bien, ici, la modération, elle vient avec quand on t'offre un plat, Ouais.
Au lieu de sauter dans le plat de bonbons, tu sais, quand même, mais c'est sûr qu'il y a des développements des vertus de la modération absolument chez les Grecs, tu sais. Donc, sers-toi décemment, hein, c'était ça qui était dit. Puis il y a comme une partie, comme tu dis, là, vraiment, on reste raisonnable. Chez les philosophes grecs, chez Épicure, on a ça. La rationalité est super importante. Puis, t'avais-tu d'autres choses à dire, Nicole? Bon, ben non, 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 c'est C'est bon. le Olivier, contrôle. Anton, Cathy, est-ce que vous voulez rebondir sur l'analogie avec le banquet de... Est-ce que ça va? Ça semble aller? OK, Olivier, il dit c'est beau, Anton aussi. On continue, les amis. On va aller voir un autre principe parce qu'il y en a pas mal. Il y en a une douzaine. Donc, la vie comme... Tout ça, c'est tiré du manuel, hein? OK. Destin. OK, bon, Anton nous parlait du destin tantôt. Écoutez bien ça. Ah, celle-là est solide. Souviens-toi, encore, hein? Parce que c'est un manuel. C'est un aide-mémoire, ce livre-là. Hein? C'est comme un mantra ici. Souviens-toi que tu es un acteur dans une pièce de théâtre, qui est telle que le veut le poète dramatique. OK, fait que là, mais là, on va voir retenez ça, là. Le poète dramatique, je pense qu'il y a deux sens qu'on peut donner à ça. Car ce qui te revient, c'est de bien jouer le personnage dans la pièce de théâtre que l'on t'a assignée. OK, nous sommes dans une pièce de théâtre. Il y a un metteur en scène, un poète dramatique qui a écrit la pièce. Ce qui est important, c'est de bien jouer ton personnage dans la pièce de théâtre. On va revenir à vous maintenant. Arrêtez le partage d'écran. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes là pour jouer dans une pièce de théâtre qui a été écrite par un dramaturge. Cette allusion-là, on a ça même dans La Matrice. La vie, l'univers, the world dans Shakespeare. The world is a stage and we are merely players, performers and portrayers. Ça vient sûrement de Shakespeare et puis ça a inspiré Rush dans la chanson Limelight, tout ça. Fait que là, c'est l'analogie, tantôt c'était l'analogie du banquet, l'analogie de la pièce de théâtre. Il faut bien jouer son rôle qui a été assigné par le dramaturge. Mis à part être, au sens strict, quelqu'un qui a écrit une pièce de théâtre, le dramaturge, est-ce que vous voyez un deuxième sens qu'on pourrait associer au dramaturge? C'est qui le dramaturge? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Anton? Ben, ça serait comme le divin, là, tu sais, Dieu Le ou quelque principe chose, une premier, on va... conscience supérieure qui régit le monde matériel, là. Voilà, qui régit l'univers, on va en parler tantôt. Un principe, une conscience, Dieu ou, on va voir chez les stoïciens, un principe premier qui organise la vie, le vivant. Mais là, fait que, mettons que on peut faire un lien aussi à un troisième niveau. Mettons, comme dans le film, ouais, je vais référer à ce film-là, Perfect Days, avec Hirayama qui lave les toilettes, mais d'une belle manière. Tu sais, il va bien faire sa tâche quotidienne et son collègue, lui, veut rencontrer des filles, il est sur son cellulaire, il n'est pas à son affaire. Hirayama lit de la poésie le soir, a ses rituels, puis veut faire un travail bien fait. Il accomplit la tâche qui lui incombe. Donc, dans le stoïcisme, bien faire son travail, bien faire sa tâche du mieux qu'on peut, selon notre rôle social et le rôle qui nous a été attribué par la force cosmique ou le dramaturge. Puis là, à la fois, savoir aussi que, hey, c'est une pièce de théâtre aussi, là. Il y a quelque chose de... On peut, la personne qui joue dans le théâtre, elle sait qu'elle joue, mais elle aussi, elle est impliquée dans son jeu, mais il y a une conscience. Ne prenons pas tout ça au sérieux, c'est une pièce de théâtre aussi, on pourrait dire ça comme interprétation. Est-ce qu'il y en a qui voudraient émettre des commentaires, poser des questions? Olivier, on t'écoute. Mais il y avait peut-être un peu malaise quand j'ai lu ça, Mathieu. Je voyais, moi, plus comme le système, un peu, la société capitaliste actuelle, ou un peu Ouais. c'est une fatalité que t'es pauvre, tu restes pauvre. Puis par rapport à OK. des écrits là, de Jean-Philippe Plot ou des transfuges de classe, tu sais. Fait Hmm.
Je pense qu'il y a moyen de s'élever, il y a moyen de ne pas accepter certains déterminants sociaux aussi, là. Donc, Ben, c'est bien ce que tu dis parce que vraiment, il y a une forme de destin hein, dans la théorie, des stoïciens, tu as raison, on est comme, c'est presque un côté féodal, ben, plus tard qu'on pourrait appeler le féodalisme, tu sais, on est destiné, mettons, à être médecin, à être un hors-classe, un guerrier, il faut bien jouer son rôle, mais c'est vrai que, tout comme tu dis, on peut peut-être aspirer à quelque chose de mieux. Puis le stoïcisme, peut-être qu'il oublie ça. Ouais. Mais là, la question à savoir, ben, tu sais, c'est quand est-ce que s'arrête la quête du mieux, de la qualité de vie, etc., d'une part, parce qu'on pourrait être dans une quête effrénée de toujours aller vers le nouveau, vers le mieux. Mais eux, ils nous ramènent à tenter de bien faire ton rôle, mais tu as raison, ça soulève des questions. Est-ce qu'il faut accepter notre destin, notre sort, puis juste faire notre travail bien fait, puis pas se poser de questions? Bonne question, Olivier. Ah, Anton veut rebondir. Ouais. Ben moi, Vas-y, je Anton. trouve intéressant l'intervention d'Olivier parce que moi, j'ai eu un peu la même réflexion, mais un peu sur le plan Hmm. spirituel, là, parce que je pense que, tu sais, je connais pas beaucoup de stoïcisme, mais j'avais quand même je savais, tu sais, je savais qu'il y avait une certaine conscience d'un ordre supérieur qui réagit le monde, là, il me semble, de ce que j'avais Ouais. déjà lu. Puis c'est ça, moi, tu sais, je suis pas un spécialiste des pièces de théâtre, là, mais l'analogie, c'est ça. Je sais pas si ça me parlait tant que ça. Il y avait le côté, oui, parce qu'il y a quelqu'un qui organisait la pièce, mais tu vois, je pense que dans une pièce, tout est prédit en avance. Alors que moi, le destin, je ne le perçois pas comme ça. Je le perçois pas Hmm. comme que tout est prédit à l'avance. Puis, tu sais, moi, j'aimerais mettre le fait, par exemple, que je pense qu'on a un libre arbitre limité. Ouais. C'est-à-dire qu'on a le choix de faire des choses. Moi, j'imagine ça un peu comme il y a une montagne puis des ruisseaux, là, puis chaque personne a son ruisseau, mais dans ton ruisseau, tu peux quand même naviguer jusqu'à une certaine façon. Puis si Hmm. tu sors de ton ruisseau, on va te ramener dedans d'une certaine façon ou d'une autre. Si tu as des expériences qu'il fallait que tu vives, mettons, avant ton incarnation, Hmm. que tu veux les échapper ou non, mais si tu échappes une fois, on te remet une autre situation, puis tu vas revivre la même situation jusqu'à temps que tu te fasses le même apprentissage. Fait que, tu sais, justement, ben, ça nous donne la possibilité, justement, d'avoir un peu plus de pouvoir. Mettons, si on analyse la situation un peu plus sur le plan Hmm. politique, social, ben, justement, de dire que non, tu sais, il n'y a pas un déterminisme absolu, mais il y a des choses que, tu sais, c'est ça en fonction de qui on est, tu sais. Il y a du monde qui veut pas, que tu le veuilles ou non, ben, des personnes qui seront jamais capables de devenir médecin parce que juste sur le plan cognitif, c'est trop exigeant. Ouais. Ou peut-être que tu n'as pas eu tu sais, l'atmosphère émotionnelle parfaite, puis que tu n'es pas capable de gérer tes émotions pour arriver à même si tu as de l'intelligence, pas capable de gérer la pression, puis tout, puis qui fait en sorte que tu ne seras pas capable. Fait qu'il y a des prédéterminismes comme ça, mais je pense qu'on peut tout le temps tu sais, s'améliorer, puis Ben, c'est ça. Merci, Anton. Donc, tu dis, bon, on a des conditions, on est dans un certain milieu avec des capacités, des dispositions, mais aussi l'exercice d'un libre arbitre. On n'est pas totalement sous l'emprise d'une fatalité, d'un destin ou d'un déterminisme absolu, là, biologique mettons. absolu. Donc, c'est intéressant ce que tu amènes parce que certains pourraient dire, bon, ben garde, je vais jouer ma pièce de théâtre mieux que je peux, mais j'ai le dernier rôle, puis j'ai un rôle secondaire, puis ça me tente, tu sais, je vais accepter ça. Donc, c'est vrai que d'un côté, ça pourrait nous amener à l'abnégation, puis au fatalisme, puis au manque de volonté pour transformer les choses. Mais c'est bon ce que vous amenez, parce que ce qu'on veut, c'est justement aussi critiquer les limites du stoïcisme. Merci pour vos Il y a aussi commentaires. tu sais, Vas-y, Anton. l'évolution, je ne sais pas si, tu sais, c'est parce que moi, je crois à l'évolution, là, tu sais, autant Ouais. sur le plan matériel que spirituel. Puis si tu sais, s'il y a un destin complètement parfait, ben, l'évolution, elle n'a plus de sens. Dans le sens que tu peux pas évoluer, tu fais ce que tu as à faire, puis c'est tout. T'es comme, ça, pour moi, ça fait pas trop de Ben sens. justement, avec les Grecs, là, faut se mettre dans le contexte, puis on va peut-être le trouver avec le principe premier. Écoute, c'est un ordre, c'est le cosmos, c'est un ordre, il y a une organisation par un principe premier qu'eux autres, ils vont associer même au feu, à l'un, un principe organisateur. Puis tu as raison que c'est comme dans un système pas infini, c'est un système fermé, ordonné. Donc, aujourd'hui, on ne voit plus les choses comme ça, puisqu'il y a les notions d'infini qui sont là, de l'ébite, etc., puis de transformation de soi, d'évolution. Mais là, dans ce contexte-là, c'est davantage fermé. Nicole, je t'écoute avant qu'on passe au prochain. Ouais, tout simplement. C'est que dans la nature humaine, on a besoin d'apprendre puis de grandir aussi, puis Voilà. ça ne nous laisse pas toujours au point de départ. On avance avec ça, là. Voilà, Donc, on veut pas juste comme dire, bon, je me confine à mon rôle, puis that's it, je veux pas sortir du rôle. mm, Merci, Nicole, pour ton commentaire. Je vais poursuivre. On va y aller avec les autres principes partagés. OK. Pièce de théâtre. On continue. Les jugements. OK. Là, peut-être qu'on revient avec le principe premier.
Souviens-toi que ce qui outrage, oups, je m'excuse, je vais mettre le T apostrophe. Ce qui t'outrage n'est pas celui qui insulte ou qui frappe. Ça, c'est génial. Mais l'opinion que les choses sont outrageantes. Et là, Anton en avait parlé tantôt. Les pensées, les obsessions psychologiques, les soucis psychologiques que nous entretenons, ça va être lié à ça. Donc, vous allez pouvoir faire des commentaires. Ainsi donc, essaie en premier lieu, bon, j'ai fait une petite erreur, de ne pas être emporté par la représentation. Ça, c'est un terme important, fantasmasia chez les Grecs, là, chez les Stoïciens. Car une fois que tu auras obtenu temps et délai, très important, le temps et le délai, il te sera plus facile d'être maître de toi. Donc, l'importance de laisser le temps agir. Le temps est un grand sage. Puis là, ce qui t'outrage, ce n'est pas les insultes ou celui qui frappe. C'est ce que les opinions, que les choses sont, c'est intéressant, qui sont inacceptables. Là, ça pose une grosse question. Est-ce que nous vivons dans un monde où il y a vraiment des faits ou on est dans un monde de pensée? C'est les pensées que nous nourrissons qui nous créent de la douleur. Certains vont dire, oui, mais là, je me suis fait insulter par quelqu'un. Le fait est là. L'autre m'a frappé. C'est un fait. Est-ce qu'il y a une absence de douleur physique et psychique, puis c'est juste nous qui ruminons avec nos pensées? Parce que là, selon ce qu'il dit, il y aurait juste, c'est les pensées qui nous rendent malheureuses. Donc, c'est vraiment de dire, dans les autres, c'est ce que nous pensons des événements qui nous rend malheureux. Mais est-ce que c'est un trop absolu comme vision? Je ne sais pas ce que vous en pensez ici. Mais l'affaire qui est intéressante, c'est le fameux temps. Laisse le temps aller. Aie un recul, un délai face aux événements et peut-être que tu vas moins critiquer les événements de manière dramatique, de manière absolue, au lieu de dire, bon, telle personne est ainsi, telle situation est très grave. Peut-être que lorsqu'on laisse aller le temps, on peut avoir un autre regard sur la situation. Mais là, quand on est trop rivé à ce que nous vivons ici maintenant, ben peut-être que c'est plus dramatique et c'est plus souffrant. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires là-dessus? Parce que ça pourrait vous faire penser à quelque chose. Grosso modo, c'est les pensées que nous entretenons qui nous font souffrir. Il y a peut-être une partie de vrai, puis il y a une partie aussi factuelle. Olivier, je pense que tu as quelque chose à dire. Non, je sais pas, je t'ai comme vu bouger. Fait que je me dis non. OK, Nicole, Nicole est prête. Vas-y, Ben, Nicole. ça veut dire que je suis plus ou moins prête, là, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est Hum, que l'insulte que l'autre m'envoie, ouais. euh, je fais un bout de chemin dans ma tête, puis je l'augmente, puis je le dramatise. Là, tu sais, il n'a plus la mesure que l'autre voulait me donner. Moi, je l'ai augmenté. Très, très bon. Donc, ça prend de l'ampleur dans ton esprit. Je vous donne l'exemple. J'ai un ami, j'avais fait visiter mon appartement à un ami. Il a porté un jugement. Le seul jugement qu'il a porté sur l'appartement, c'est que c'est près de la rue. Il doit y avoir beaucoup de bruit le soir. Ça, je l'ai souvent dit en conférence. Mais là, tout ce qu'il a vu, c'est ce qui le dérangeait dans la localisation de l'appartement. Il n'a jamais déclaré Ah, c'est bien, c'est agréable. Il n'a pas vu le positif de l'appartement, il a juste vu ce qui le dérangeait lui-même. C'est ça que disait Nicole tantôt. Et moi, à partir de cela, je pourrais tirer des conclusions. Bref, mon ami, c'est juste quelqu'un de négatif. C'est quelqu'un qui n'est jamais positif. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de voir que j'ai un bel appartement. Puis là, j'ai des attentes derrière tout ça. Puis là, alors que peut-être que si je lui avais posé la question, il m'a juste présenté ce qui le dérangeait lui-même. Et nous, on préfère du millage, grossir tout ça, voir ça comme dramatique, mais on ne connaît pas son intention. Et ce que nous dit Épictète, c'est qu'on peut nourrir avec la pensée à partir de commentaires comme ça qui sont faits sur nous lorsqu'on n'est pas détaché. Et si on laisse aller le temps, ben, on se rend compte que c'est peut-être pas aussi sérieux. Je ne sais pas si, Nicole, j'ai essayé d'éclairer. Olivier, je t'écoute ou as-tu quelque chose à dire? Moi, Non? je prends Ouais. des notes en même temps pour OK. dire. Mais c'est ça, grosso modo, ce point-là, c'est vraiment. Souvent, on se fait du mal avec les pensées qu'on entretient sur ce qui arrive.
on accorde aux autres beaucoup de crédit, puis à ce qu'ils ont dit, etc. Puis, c'est ça, la rumination, ça peut nous amener très loin, hein. Je me rappelle à un moment donné, un ami avait il est allé au centre d'achat, au supermarché, puis il était revenu avec sur sa voiture une roche, quelqu'un qui avait ouvert la portière, puis il avait fait une petite bosse. Mais là, écoutez, il a appelé tout le monde. Il m'a appelé, il a appelé sa mère, il a appelé sa sœur pour raconter cet événement-là. Alors que si tu es stoïcien, au lieu de grossir ça puis essayer de spéculer sur tout qu'est-ce qui aurait pu se passer, un stoïcien va faire quoi? OK, la porte a été bossée, j'ai pas de témoin, il n'y a personne, je peux rien faire, j'appelle l'assureur, je m'occupe de ça. On passe à autre chose, c'est juste une porte, c'est pas un être humain, etc. Et là, on relativise. Fait que vous voyez, puis des fois, on grossit tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on voit. Je poursuis, les amis, parce que je pense qu'il y a à peu près d'autres principes, hein. Les jugements, ça rejoint le principe numéro un. Le mal. Écoutez, là, on va sûrement avoir quelque chose à dire. De même qu'on ne place pas une cible, ah oui, ça c'est génial, ça, pour manquer de l'atteindre. De même, n'y a-t-il pas de nature du mal dans le monde? Écoutez, là, c'est sûr que ça rejoint même Spinoza, mais d'un autre point de vue. Écoutez bien ça. Là, on va souligner ici, là. Ça c'est lié au grec. On ne place pas une cible pour manquer de l'atteindre. OK, ça réfère à quoi, ça? Écoutez bien ça. Le terme péché repris dans les évangiles, commettre un péché, bref, commettre le mal ou pratiquer un vice, etc. Si on lit l'Évangile en grec, de Matthieu, de Marc et compagnie, le verbe, je vais aller vous le chercher, euh, permettez-moi, je vais aller chercher manquer la cible en grec ancien. Je ne veux pas me tromper avec le terme ici. OK, le verbe en grec ancien pour manquer la cible, amartanein. Le mot est souvent associé au terme amartia, qui veut dire faute ou erreur. Et là, c'est là que c'est devenu péché après. Péché comme au sens chrétien, être entaché, acte impur et tout ça. Mais en grec, et là on revient ici, je vais juste revenir à mon zoom, là, je veux pas. En grec, le mal, c'est manquer la cible, commettre une erreur. Depuis quand qu'on met une cible, il nous est dit, pour viser à côté. Notre intention, c'est de viser la cible. Mettons que nous voulons faire le bien. Et là, j'accueille Vanda qui vient de se joindre à nous. Alors, je vais revenir à la citation, OK, les amis? Voilà, le principe. On ne place pas une cible pour la manquer de l'atteindre. Bien non, on veut la viser. Fait que si on manque la cible, si on vise à côté, si on n'a pas d'équilibre, puis notre flèche s'en va tout croche, ben on n'a pas visé à côté de la cible de manière intentionnelle. Fait que ça, c'est peut-être ça qui est caché. Ben, il n'y aurait pas, écoutez, là, c'est fou, là, il n'y aurait pas de mal intentionnel dans le monde. Vanda, Vanda, je vais fermer ton micro. Voilà, je coupe ton micro. On est rendu en analyse des principes stoïciens. Tu vas recevoir l'enregistrement par la suite, vu que tu as manqué la première partie. Olivier, je suis sûr que ça te fait réagir. Là, il n'y a pas de mal dans le monde, c'est juste qu'on manque la cible, puis il n'y a pas un mal volontaire. Anton aussi, qui n'est pas là, mais ça fait quand même réagir. Il n'y aurait pas de mal intentionnel, volontaire dans le monde. C'est simplement, s'il y a un mal qui existe, c'est qu'on a manqué la cible, c'est par erreur. Ça rejoint Platon. Nul ne commet le mal sciemment, consciemment, volontairement. Ça, c'est une thèse platonicienne qui, pour Aristote, ne tient pas la route. Et ici, il y aurait comme un ordre cosmique. OK, mettons que je fais un lien avec Donald Trump, là, OK, pour certains, imaginez, là, Donald Trump ne serait qu'un acteur d'une pièce de théâtre.
régi par un maître cosmique, OK, une force, tout ça. Et lui, tout ce qu'il tente de faire, c'est d'accomplir un certain bien, de viser une cible pour un certain bien. Puis s'il arrive des effets de ses actions, ben il n'y aurait pas de mal en soi. Il n'y aurait pas de mal lié à une situation. Ce serait comme un, comment je pourrais dire ça, un acteur dans la danse cosmique. Puis c'est ça que ça veut dire là, ici. Là. C'est quand même fou là, l'aspect stoïcien. Et Nicole, je t'écoute. Oh, j'ai beaucoup de difficultés à adhérer à ça, là, parce que je crois que la méchanceté, ça existe, puis c'est Voilà, intentionnel. la C'est méchanceté. intentionnel, ça. Oui, la méchanceté, ça, il y a des, c'est démontré, bon, par les études psychiatriques et psychologiques, qu'il y a des individus qui font le mal volontairement. Oui. Eux, ils disent, bon, etc., puis ils peuvent être méchants, etc. On a les génocides. Vouloir détruire l'autre, c'est méchant. Ça existe. Oui, oui, Et oui. là, selon le stoïcisme, ce qui est fou, je vais essayer de revoir la citation, puis c'est pour ça que ça... Écoutez, là, c'est qu'on ne place pas, tu sais, pour manquer l'atteinte. De même, n'y a-t-il pas de nature du mal dans le monde? Mm. Fait que, mais allons-y dans un point de vue d'un sage, OK? Bref, pas d'un point de vue politique et cosmique, peut-être ce que ça veut dire dans tout ça. C'est que toi, lorsque tu tentes de parfaire ta sagesse, de philosopher, ça se peut que tu fasses une erreur, ça se peut que tu manques la cible, mais c'est dans une perspective de philosophie, de sagesse. Peut-être que ça tient. Donc, tu n'as pas accompli le mal, tu as juste manqué de réaliser avec droiture ton objectif qui est de devenir plus sage et plus philosophe. C'est peut-être ça, dans la perspective d'Épictète. Mais si on l'applique à une perspective politique et cosmique, ben ça tient peut-être pas la route parce qu'il y a des gens qui font le mal volontairement. OK? Fait que c'était mon commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres points de vue là-dessus? Olivier, Cathy, Vanda ou Anton sur cette citation-là? Il y a Nicole qui s'était positionnée. Mais c'est pour ça qu'il faut remettre dans le contexte. Anton, je t'écoute. Ben, tu sais, comme tu l'as dit tantôt, je t'ai entendu, tu sais, c'est comme sur le plan psychologique, tu sais, on le sait qu'il y a des individus qui sont, tu sais, mal Hmm. intentionnés puis que les autres ils prennent plaisir à faire du mal. Mais on pourrait se poser, mettons, parce que tu as parlé tantôt, tu sais, sur la politique de Donald Trump, mais si on recule un peu en arrière puis on parle de Adolf Hitler, par Oui. exemple, est-ce que, tu sais, lui, peut-être dans sa tête, il pensait vraiment peut-être faire du bien, tu sais, dans le sens que, tu sais, lui, il voulait une race, Oui, une... c'est sûr que les gens vont agir en fonction de principes, en fonction de désirs, d'objectifs, de structures. Puis, bon, ça pose la question du mal, ça pose la question, peut-être que lui, dans son esprit, ou les individus dans leur esprit, justement, sont aveuglés, ils visent un certain bien, mais s'il y a des effets, c'est-à-dire que si on détruit la vie d'autrui, on enlève la vie d'autrui, on élimine des gens, c'est sûr que d'éliminer la vie d'autrui, intuitivement, de base, c'est mal, tu sais. Voilà. Mais c'est pour ça que le stoïcisme, je le vois plus dans un cadre de sagesse. Arrêtez de vous stresser, là. Vous avez juste manqué la cible dans en tant que philosophe et en tant qu'aspirant à la sagesse, là. Fait que je pense qu'il faut le garder dans un contexte d'école philosophique ici. Mais c'est sûr que c'est présenté comme ça pourrait être interprété de manière cosmique puis politique. Je retourne, on va aller voir nos autres citations. Donc, celle-là, c'est sur le mal. Je continue. Appel à la vocation. Ah, ça, c'est beau. Bon, c'est pour ceux qui se demandent pourquoi sommes-nous. Encore une analogie avec. Tantôt, on a eu la logique avec le banquet, analogie avec la pièce de théâtre, et là, avec les Jeux Olympiques. Tu veux vaincre aux Jeux Olympiques. Donc, ça, c'est ton désir ici. Examine les antécédents et les conséquents et adonne-toi ainsi à cette activité. Regardez bien, c'est une consigne, c'est une mise en garde. Ton objectif, c'est d'être vainqueur aux Jeux Olympiques. OK? Tu as deux choses à faire. Pratiquer l'examen. Hein? Comme dit Platon dans l'Apologie, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Et là, on doit, avant de vouloir être gagnant ou vainqueur aux Jeux Olympiques, on va essayer de se demander qu'est-ce qui se cache derrière ça. Examiner les antécédents et les conséquents, et après, tu pourras t'adonner à cette activité. Là, je vous pose une question à vous tous et toutes.
ton objectif est défini. Ou tu veux être un banquier, ou tu veux être un danseur professionnel, musicien, faire le tour du monde, etc., partir une ferme biologique dans le nord du Québec, examine les antécédents et les conséquents. Qu'est-ce Ça vous fait penser à quoi ces deux concepts-là? Qu'est-ce qu'il veut dire par prenez le temps d'examiner les antécédents et les conséquents? À quoi ça réfère selon vous? Est-ce que quelqu'un... On écoute Nicole d'abord. Ben, euh, avant de prendre une décision finale, examine, ensuite assume. Oui, mais Ouais, là, je qu'est-ce pose que la tu question, veux? antécédent, ça veut dire quoi? Ah, Examine les antécédents. ah, Antécédent, ça veut dire ce qui vient avant. ouais, c'est ça. Les choses. Conséquent, c'est ce qui va venir après avoir pris la décision d'aller aux Jeux olympiques. Ah, Fait que prenons quelque chose avec quelqu'un qui veut être chanteur ou musicien dans un groupe rock. hmm, Les antécédents, c'est ce que tu as besoin de faire pour partir ton groupe ou même avant de partir en tournée ou avant de produire des disques. Puis te poser la question, est-ce que j'ai les capacités? Qu'est-ce qui doit être fait avant de devenir un groupe qui fait une tournée? Puis là, quand je vais être en tournée, puis c'est ça que les gens se posent pas la question, ah, c'est beau la vie de rockstar, etc. Mais là, c'est vivre dans les hôtels, c'est le déplacement, c'est manger au restaurant, c'est d'être loin de ses proches. Ça, c'est les conséquences. Puis tout ce que tu dois faire comme sacrifice pour te rendre là, les pratiques, les compositions, que les membres du groupe, là, et des fois, ils ne s'entendent pas, il y a des chicanes, arriver à l'heure. Donc, avant de prendre une décision sur un choix de vie, est-ce que tu as fait ta réflexion de tout ce que ça implique avant de réaliser ton rêve? Puis une fois que tu as réalisé ton rêve, après, une fois que tu es champion du monde dans un domaine, ben, t'as plus la paix, là. Les entrevues, les gens te reconnaissent dans la rue, tu peux pas aller prendre un café, puis à moins d'être dans un autre pays. Mais donc, tout le temps réfléchir à ça. Nicole, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? non, non, mais quand je disais mesure, c'était ça, là. Oui, mesurer, Ouais, c'est évaluer. ça. Donc, c'est une philosophie qui dit, hey, on va réfléchir un petit peu avant. Ouais, Des fois, c'est on ne ça. pense pas. Ouais, On veut faire telle chose, mais on ne pense pas aux antécédents et aux ouais. conséquences. Est-ce OK. que, Olivier, es-tu prête pour un commentaire ou quelque chose? Ou ça va? Je fais juste lancer ça comme ça. Non, ça va, Ça c'est va? cool. Je l'avais vu OK. comme ça aussi, là, les Jeux olympiques. Et on pense à travailler beaucoup pour faire les gymnastes. C'est comme 10, 12 heures par jour. Voilà. Le régime de vie, le sommeil, l'alimentation, l'alcool, les voyages, le sacrifice, comme tu as dit. Fait que, Bien, ah ouais, bien, Olivier, tu as bien poursuivi parce qu'on est resté là. Moi, j'étais parti sur un autre exemple, mais justement, là, les régimes, tout ce que tu as nommé, c'est une vie de discipline, de contrainte, de sacrifice. Donc, pensez-y avant de vous lancer dans une grande aventure, mais souvent, on y va par désir. Ah, j'ai le goût. J'ai un ami qui a une ferme biologique là, je ne me rappelle plus c'est où dans le Nord. Ça fait quand même 10 ans, mais écoutez, là, c'est des subventions du gouvernement, des prêts à la banque, des employés des fois bénévoles qui sont payés en légumes, des fois les intempéries, les animaux prédateurs qui viennent manger tous ces légumes. C'est... Puis une fois que tu as sauté, il perdure, ça fait 10 ans, mais c'est très difficile, tu sais. OK, gang, on continue. Euh, je ne sais pas quand est-ce que ça va arrêter, mais il y en a une douzaine. OK. La nature. OK. La nature. Mais moi, qu'est-ce que je veux? Ah, ça c'est très stoïcien. Comprendre la nature et la suivre. OK. En grec, la nature, c'est la physis, c'est l'ordre de la nature, mais qui est lié au cosmos, tu sais, à la structure, l'ordre du monde qui dépasse bien sûr le monde naturel, mais le monde sublunaire, les planètes, etc. Donc, ça, chez les stoïciens, il y a comme trois domaines d'études. La compréhension de la nature, la compréhension de la logique de base, puis les stoïciens ont développé une genre de logique spécifique, la rationalité, tout ce qui est lié aux lois logiques, au raisonnement, et le troisième, c'est l'éthique, développer une éthique, un art de vivre, des valeurs, etc., rechercher le bien. Mais là, il dit,
Chez le stoïcisme, vu que le premier principe, c'est l'un ou le feu, là, c'est un ordre du monde, là, la nature est ordonnée, donc il faut la comprendre. Premier principe. Et Spinoza va reprendre ça plus tard parce qu'il va dire que bon, le premier principe, c'est Dieu, Dieu, c'est la nature. Puis Spinoza va a sûrement lu les stoïciens et d'autres, Aristote. Il dit, bon, là, il faut comprendre comment la nature fonctionne. Une fois qu'on l'aura compris, on va s'inspirer d'elle. Parce que puis là, on la comprend comment? À partir de notre rationalité. Nous sommes des êtres de compréhension. Donc, comprendre comment fonctionne la nature, c'est utiliser notre raison pour comprendre les principes qui organisent la nature. Puis après, nous allons la suivre. Je vais donner un exemple aujourd'hui. Les arbres. Si on prend si on diversifie, on prend des arbres dans une forêt, puis on diversifie les types d'arbres qui vivent ensemble, ça va rendre la forêt plus riche. Et là, on se rend compte aussi que les arbres collaborent à partir des racines. Ah, donc c'est intéressant. On a une autre lecture. On étudie la nature pour comprendre comment elle fonctionne. Puis on se rend compte que, ah, ben là, dans la nature, c'est pas juste de la compétition. On avait parlé au café cette semaine avec Olivier. Il y a une collaboration dans la nature. Ah, donc si on étudie la nature, ça peut peut-être nous aider à se rapprocher d'elle, à savoir, à bien la comprendre, puis on est un peu issu de celle-ci, tu sais, même si elle est ordonnée. Donc, c'est un modèle chez les stoïciens. Donc, c'est la compréhension de ce qui est la nature en utilisant la logique, la réflexion pour développer une éthique. Donc, ça, c'était comme un petit principe. Vanda, je t'écoute. Tu peux ouvrir ton micro, là, je pense que tu vas être capable. Vas-y. Bon, ben, les arbres, l'amour des arbres, je crois que ça s'appelle la sylvothérapie et ça vient du Japon. Hmm. Ça te fait penser à ça, Oui, l'amour des arbres. Mais là, on j'adore les veut, arbres. on veut voir comment La vérité. fonctionne la nature pour s'en inspirer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que, tu sais, c'est très court comme citation, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Anton, je t'écoute. Moi, ça m'inspire le fait que, tu sais, que genre, en dehors de notre intelligence rationnelle, ben, il y a une autre intelligence aussi de laquelle qu'on peut s'inspirer, tu sais, je sais pas si ce serait cette même intelligence qui régit le cosmos, puis l'autre, puis tout. Mhm. Mais, puis il y a une autre chose aussi qui me vient en tête, c'est le fait qu'on peut s'inspirer de la nature, mais encore là, en fonction de nos propres biais cognitifs et nos idéologies, ben, on peut voir des choses, mais faire abstraction de d'autres choses, puis s'en servir à ses propres intérêts, comme si on pourrait penser au darwinisme, où ce qu'on s'en est rendu compte, ben, tu sais, que dans le monde, il y a de la compétition, puis tantôt, tu as parlé de ça. Puis, tu sais, de finalement se dire, ben, tu sais, s'il y a des pauvres dans le monde, ben, finalement, tu sais, ça fait partie de la nature, parce que c'est comme ça que la nature marche, puis, tu Ah, sais, OK, je comprends. les plus forts sont censés survivre, puis les plus pauvres mourir. Mais là, en même temps, il y a un autre auteur russe, je ne me rappelle pas c'est quoi son nom OK. exactement. Lui, il écrit un livre, ça s'appelle La coopération est un facteur clé de l'évolution. Fait que, tu sais, lui, il Voilà. contredit toutes Donc ces. là, c'est basé sur une nouvelle, c'est ça, une nouvelle lecture. Donc, la collaboration, la coopération C'est un fait facteur partie clé. intégrante. Puis on a vu ça même chez les loups, là. Il y a ceux qui parlaient Ouais. des. J'ai pas lu là-dessus vraiment, mais certains Mais il disaient, dénie pas bon, il dénie pas la compétition, puis ça, il dit un facteur clé. Fait ouais, que c'est pas la seule chose, mais OK. tu sais, c'est très important. Et il voit même ça chez des tortues. Des fois, une tortue qui s'avait à l'envers, et puis capable, il y a d'autres tortues qui viennent, puis la remettre en place. Mais ça se passe beaucoup plus, par exemple, entre la même espèce. Voilà. Et bien, puis ça me fait penser justement, je vais parler des abeilles parce qu'il y a une citation stoïcienne qui est très importante. Puis encore une analogie avec les abeilles. Donc, tu dois t'occuper à la fois de toi-même en tant qu'abeille et t'occuper de la ruche, du collectif. On a ça, puis ça, je l'ai pas décelé chez Épithète, mais c'est peut-être chez Marc Aurèle. Donc, oui, prendre soin de soi, mais te demander si ce que je fais, c'est bon pour l'ensemble du genre humain. Est-ce que c'est bon pour ma collectivité, mon environnement proche? Donc, je prends soin de moi, je m'aide moi-même, mais je me dis, est-ce que mon comportement aide le groupe, aide la ruche? Ça, c'est encore une analogie stoïcienne. On a vu tantôt les Jeux olympiques, le théâtre, etc. Et là, on va terminer, je crois, avec Socrate. Oui, ce fameux Socrate, je pense que c'est la dernière. Je vais juste aller voir. Non, il en reste d'autres. OK, super, je suis content. C'est ainsi que Socrate est devenu ce qu'il a été,
en ne faisant attention pour tout ce qui s'offrait à lui, à rien d'autre que la raison. Bon, là, c'est comme Socrate, c'est celui qui pose des questions à l'agora, qui se demande qu'est-ce que la vertu, qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le bien, qui laisse les gens donner leurs opinions parce qu'il ne sait rien, et va vérifier si les opinions des gens sont fondées, va utiliser la réfutation, voir si les gens ne se contredisent pas, etc. Donc, les stoïciens s'inspirent de Socrate, qui est l'être rationnel, mais toi, tu n'es pas encore Socrate. Gardez le Socrate comme modèle. Tu dois vouloir vivre comme si tu voulais être Socrate. Écoutez, le modèle chez plein d'écoles post-socratifs, à part les épicuriens, Socrate, c'est le modèle chez les stoïciens, chez Aristippe, chez les cyniques. Socrate, le modèle de celui qui vit par la raison. Donc, il y a une forme d'imitation là-dedans. Mène ta vie comme a mené Socrate qui cherchait la vérité, qui cherchait à voir les contradictions chez les gens, qui se posait la question à savoir qu'est-ce qu'une chose, pourquoi faire telle chose. Donc là, il y a comme un modèle. Et Nicole, je pense que tu veux dire quelque chose, Nicole? Je vois, non, ça va. Donc Socrate, c'est un modèle à suivre pour les stoïciens, puis le modèle, c'est l'usage de la raison. On a ça chez tous les philosophes grecs, Épictète, Épicure même, et Platon. Donc je vois qu'il n'y a pas de commentaire là-dessus, c'est juste, je continue. Il reste deux, trois citations. Ah, la fameuse destinée qui revient. Et là, Zeus, voilà. Conduis-moi aux Zeus et toi aussi destiné. OK, là, on a deux choses. Zeus qui est le dieu des dieux, le chef des dieux, un des premiers principes. Il y a deux choses qui guident les stoïciens. Ma destinée. Ah ah. Je vais aller voir une petite définition de destinée, juste pour... voilà, allons voir une petite définition. Qu'est-ce que ça nous dit? Puissance souveraine, considérée comme réglant d'avance le cours des choses. Et voilà. Donc, il y a un ordre. Dieu, Zeus, c'est le maître de l'ordre qui régit la destinée. Donc là, ça enferme peut-être les gens, justement, il y a un destin qui vous incombe et vous ne pouvez peut-être pas vous échapper de ce destin-là. Il y a un fatalisme un peu dans le stoïcisme, il y a un ordre du monde qui est clos. C'est juste parce que là, on étudie Zeus, principe premier, tous et toutes sont sujets à une destinée. Il n'y a peut-être pas de présence, comme on dit tantôt, de libération, de libre arbitre, de transformation de soi. Ce n'est pas encore présent chez les Grecs. Dans l'histoire, ça va venir plus tard. Est-ce qu'il y avait des commentaires sur ce petit aphorisme très court? Donc, j'en vois pas pour l'instant. On va continuer. Allons voir ce qui suit. Ça, c'était le 53.1, donc il y a à peu près une cinquantaine de pensées. Et le sage. Est-ce que c'est le dernier? Oui, voilà. OK. Tiré d'Euripide, encore d'un poète tragique. Le sage, celui qui a bien consenti à la nécessité, est chez nous un sage et expert dans les choses divines. C'est quoi la nécessité? Allons voir. Définition de la nécessité. Je la connais, la définition, mais je vais juste vous ramener la définition. Hein? Qui ne peut pas être autrement qu'il n'est, qui est déterminé et inévitable. Ça s'oppose, bien sûr, à la contingence, hein, qui décide qu'une chose pourrait être ainsi ou ne pas être ainsi. Et là, on le voit bien, là, qui dit déterminisme, nécessité, c'est lié à un ordre de la nature, à l'essence des choses, qui est inévitable. Donc, le stoïcisme s'opposerait genre à la vision de Jean-Paul Sartre, qui est basée sur la contingence. On n'est pas déterminé par notre essence. Pour Sartre, on n'est pas déterminé par nos gènes de façon absolue. Euh, notre vie est contingente. Par exemple, si on vivait dans un système indien de caste, ben, c'est pas parce que ton père est médecin, dans la caste des médecins, ou ton père est musicien ou guerrier, que tu serais enfermé et obligé
justement, de faire comme la tradition ou faire comme ben, tout ce que la nature t'a donné comme capacité, puis tu serais réduit à cela par la culture, pas par la culture, mais par la nature, par tes ancêtres et la tradition. Donc, le stoïcisme, quand même, il y a une forme ici, on le voit, il y a des limites, là. Il n'y a pas de place au libre arbitre, il n'y a pas de place à la contingence. Tout est réglé selon un ordre naturel déterminé. C'est pour ça qu'il dit, bon, ben, que chacun fasse son rôle. Donc, on est comme pris dans un système de caste ou un système féodal. Puis là, on est comme dans une forme d'abnégation. C'est peut-être la limite. Il y a peut-être un manque de liberté. Est-ce qu'il y en a qui voulaient faire des commentaires? Je pense que c'était ça. Je vais juste revenir ici. C'était notre dernière. Et là, tout ça, c'est tiré du manuel d'Épictète, hein. Puis si vous voulez l'acheter, ben, là, je vous ai fait une petite bibliographie ici, à la fin. Penser pour soi-même, Marc Aurèle, le manuel, Pierre Hadot, hein, si vous voulez lire ça. Je sais que Nicole l'a acheté. Qu'est-ce que la philosophie antique? Vie et doctrine, ça c'est drôle. Ça, c'est tout un historien, Diogène Laërce, qui va nous parler des vies et doctrines des stoïciens. Vous pouvez vous acheter ça, c'est vraiment drôle. Puis il y a Frédéric Lenoir qui parle de Marc Aurèle aussi. Voilà, je vous ai fait une petite bibliographie pour approfondir. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires? Y en a-tu, Nicole, Mathieu, qui croit toujours au 21e siècle? Ça, un peu le système de caste, on pourrait-tu faire des parallèles avec Trump ou d'autres? Tu sais, comme souvent, Ah, les gens progressistes pensent qu'on peut. ben oui, c'est ça. C'est que, ouais, on peut faire des liens parce que les riches, là, les multiriches qu'ils sont de génération en génération, hein, puis bon, qui se passent peut-être leurs héritages, puis écoute, je pensais juste au La Rochefoucauld, là, la famille, puis j'avais vu justement une télésérie qui mettait en lien les La Rochefoucauld, là, on a celui qui écrit les Maximes, La Rochefoucauld, mais qui vient d'une famille de nobles qui a des châteaux depuis c'est pas, c'est le 11e ou le 9e siècle. Je vais juste aller voir comme ça pour vous dire qu'il y a des gens qui vivent sur une autre famille La Rochefoucauld, juste pour vous dire ça, là. La Rochefoucauld, La Rochefoucauld, excusez. Écoutez, famille de nobles là, Angoumois, OK, une famille. Écoutez, là, on parle du 11e siècle, là. La maison La Rochefoucauld, c'est en 10-19. Puis c'est une famille, bon, que là, on a un passage de richesse, de pouvoir, etc. Puis, donc, Olivier, toi, tu voulais opposer comme deux visions du monde, le progressisme, puis les gens. Plus Je t'ai- conservateur un peu, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que il y a peut-être que dans le stoïcisme, il y a comme peut-être une vision conservatrice des choses, hein, qui est comme sous-jacente que, on est régi par un ordre, par le destin, le monde est fermé, le monde est comme ça. Il n'y a pas de place à la liberté, pas de place à la révolte, pas de place nécessairement au changement, à sortir C'est ça, c'est pas encore là, là. C'est pas encore là, là. Puis même Marc Aurèle, vous savez que Marc Aurèle, écoutez, j'ai lu le Frédéric Lenoir sur Marc Aurèle ne voulait pas être empereur, là. Mais il l'a fait parce qu'il était adopté, etc. Il y a un lien avec Adrien et tout. Il l'a fait mal- malgré son désir, là. Comme si c'était un devoir, comme si c'était une obligation. Puis ça ne tentait pas vraiment, là. Fait qu'aujourd'hui, il y aurait cette liberté-là de dire, ben là, pourquoi je serais médecin si mon père est médecin, mon grand-père et tout ça? Il y aurait comme une place au libre arbitre. Donc, on ne serait pas enfermé dans cet ordre. Anton, quelque chose à dire? Ouais, moi, j'ai journé à quelque chose que tu as dit au début, en commençant. Tu avais dit que le stoïcisme, il est en train de, t'as peut-être pas dit à la mode, là, mais qu'on commence de plus en plus à se Oui. réintéresser au stoïcisme. Puis, ben, moi, c'est ça, ça m'a intrigué parce que moi, personnellement, c'est une philosophie que, tu sais, je connais pas toutes les philosophies, mais ça m'en rejoint beaucoup. Puis, je pense que moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin actuellement dans la société pour, tu sais, plusieurs raisons. Mais mettons, tu sais, trois Ouais. rapidement qui me viendraient en tête. Je trouve que, mettons, ben, juste d'un point de vue de la santé mentale, là, tu sais, on le voit que c'est quelque chose qui s'aggrave, surtout au niveau tu sais, de l'anxiété puis de la dépression. Mhm. Puis je pense que tu sais, c'est ça, par rapport à notre attitude puis comment on se positionne dans la vie, ben, tu sais, avant de commencer à faire des traitements et tout, tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui, c'est quelque chose qui, tu sais, qu'on peut appliquer soi-même. Puis
notre attitude par rapport à la vie, ben, je pense que tu sais, ça a un grand impact sur notre santé Ben, mentale. ouais, puis le Le fait stoïcisme, là, d'accepter des choses. L'autre chose, c'est que je trouve qu'on est dans une ouais, société qui est rendue tellement en manque de tolérance, tu sais, qu'on a, c'est pas juste, tu sais, sur le plan politique, mais tu sais, ouais, c'est aussi au niveau, tu sais, comme les traitements, les compagnies pharmaceutiques, puis tout, tu sais, tout, ouais. on essaie de rendre toute chose anormale qui pourrait, dans le fond, normale, tu sais. Puis il y a aussi, tu sais, un peu le fait qu'on, tu sais, depuis qu'on est sorti tu sais, ben, qu'on est rentré dans la postmodernité, tu sais, on s'est comme tellement déconnecté, tu sais, de tout ce qui est spirituel, les religions, puis tout. Tu sais, que là, ça ramène un peu aussi une notion du destin. Fait que, tu sais, je pense que ça serait une bonne philosophie pour nous rééquilibrer des choses en ce moment qui sont tombées dans l'excès. Mais en même temps, tu sais, je sais qu'il y aurait beaucoup de choses, notamment, tu sais, de la gauche extrême, peut-être qui adhéreraient pas à ça. Fait que, tu sais, je serais curieux de savoir quand tu as dit que c'est ça, c'est une philosophie à laquelle on s'intéressait, mais c'est de la part de qui, puis Ben, pour quelle raison? mais je vais te dire, justement, je pense que l'intérêt actuel, là, même chez les jeunes hommes, là, les stoïcistes, grosso modo, au niveau des principes moraux et non pas juste naturalistes, là, c'est tu sais, je vais faire un live dimanche, j'espère que vous allez être là sur la citadelle intérieure, qui est une expression de Marc Aurèle, tu sais. Puis on n'a pas pu en parler aujourd'hui, c'était pas vraiment dans l'épithète, mais tout le fait de développer une force morale face à l'adversité, face aux difficultés, euh, pratiquer un discernement, se retirer. Je vais en parler dimanche, là. La citadelle intérieure, c'est quoi? Mon live va porter là-dessus sur Facebook dimanche, j'espère que vous allez être là. Tout le côté sérénité, de ne pas prendre ce que les gens disent au premier degré, de réfléchir, de prendre une distance. Tout ça, c'est la force. Ça nous pousse à développer une force morale, le stoïcisme. On en a besoin aujourd'hui dans un monde difficile, dans un monde pas évident, dans la surinformation, la désinformation. Puis je pense que ce qu'on peut garder d'actuel, qui n'est pas le déterminisme stoïcien, mais c'est tout ce qui nous enseigne au niveau pour rester fort moralement. Et on le sent le plus chez Marc Aurèle que dans le manuel, mais je pense que c'est ça que hey, moi je veux être fort face à l'adversité, je veux prendre du recul, prendre des bonnes décisions, être un homme de discernement, une femme de discernement. Puis je pense que ce qui est encore actuel, c'est pas nécessairement de la logique stoïcienne, la théorie de la nature stoïcienne, l'ontologie, mais c'est l'éthique stoïcienne. Puis ça parlait à Nietzsche à l'époque. Euh, un stoïcien, mettons, sous la pluie, mettons, qui est pris là, dans une averse, tu sais. Puis là, il n'y a pas de manteau. Ben, il va dire, que puis-je faire en ce moment? OK, je vais aller sous me cacher. Parfait, je vais attendre. Je ne contrôle pas la pluie. Je vais prendre une pause. C'est agir en stoïcien, c'est s'adapter aux événements, puis de garder une force morale, puis de dire, que puis-je faire en situation? OK, de me détacher. La pluie va cesser dans 2 heures. C'est toute cette philosophie-là pratique, je pense, qui parle aux gens, surtout sur les réseaux sociaux. Puis c'est pour ça qu'il y a un renouveau du stoïcisme. Mais dimanche, là, je vous promets, je fais vraiment un live sur la citadelle intérieure chez Marc Aurèle. Puis ça va pousser, merci Anton de m'avoir amené là-dessus, Mhm. on va pousser un peu plus. Là, j'ai examiné des principes globaux pour qu'on ait une vue d'ensemble, mais là, je vais développer l'aspect davantage éthique dimanche, un petit Facebook Live. Fait que dans le fond, c'est juste comme, tu sais, dans le monde populaire, là, pour l'instant, là, c'est pas... Ouais, non, le stoïcisme, ça inspire. Ben, moi, j'en vois beaucoup, là. Parce que c'est quelque chose, tu sais, que je me dis, c'est quelque chose qui s'enseigne bien, tu sais, qui pourrait être, mettons, comment dire... Ben, mes collègues au collégial vont enseigner, par exemple, l'école stoïcienne, les épicuriens, etc. On appelle ça les écoles post-socratiques, une certaine vision du monde, mais on a ça dans les gens qui s'entraînent, là, tu sais, la persévérance, l'endurance, ne pas prendre les choses au premier degré, réfléchir, avoir du recul, ne pas lâcher. C'est très stoïcien, ça. Mais je veux dire, tu sais, en dehors du fait de faire juste un cours au cégep de Ouais. ça, tout ce qu'on l'aborde, mais je veux dire, l'insérer dans le système, tu sais, même Ah, au primaire, à un certain niveau, pour que ça rentre dans les mentalités, tu sais, c'est ben aussi les idées oui, qu'on mais véhicule à travers apprendre. les médias, puis tout. Mais oui, mais Ça- c'est pour ça, apprendre tu à sais. vivre, c'est le tu sais, c'est le grand défi, là. Puis les stoïciens, tu as raison, peuvent nous aider à apprendre à vivre. Parce que c'est là Mais qu'on ferait de la vraie prévention, là, tu sais, on peut faire toutes voilà, sortes de thérapies, puis sortir de nouveaux antidépresseurs, puis, tu sais, mais à un moment donné, c'est ça, tu sais, ouais. absolument. Mais c'est Écoutez, peut-être pas sur tout ça, le les monde qui amis, serait d'accord avec ça, parce que justement, ça l'amène à accepter des choses qui sont difficiles, puis on est voilà. vraiment dans un monde intolérant. Mais, C'est OK, fou.
Pour terminer sur cette note-là, là, je vais parler des AA, tout ça. C'est les principes de Marc Aurèle. C'était fondé, les AA, par des disciples de Carl Jung, notamment, Carl Gustav Jung. Et tu sais, la prière, je vais y aller avec la prière de la sérénité, là. Je vais Ah, mais aller c'est chercher. c'est ça qui cherchait que je perdais mes mots. Ouais, je vais y aller avec, regardez bien ça ici, là. Je vais juste prière, sérénité. OK? Sérénité, qui est inspiré de Marc Aurèle. Hein? Voilà. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en reconnaître la différence. Alors, c'est écrit par un théologien, Reinhold Niebuhr, qui est sûrement peut-être, en tout cas, je sais que c'est des disciples de Jung notamment, mais regardez, la prière de sérénité, c'est issu de Marc Aurèle, puis du stoïcisme, puis ce que je ne peux pas changer, je ne le peux pas. Ce que je change, j'ai le courage. Donne-moi du courage, la force qui m'aide, cosmique, ou la nature, l'amour. Puis après, d'avoir le discernement. Donc, Anton, on peut avoir un cas présent dans les étapes des alcooliques anonymes ou des NA, etc. La prière de la sérénité fondée sur le stoïcisme. Donc, ça peut aider des gens à passer au travers un jour à la fois. Hein, ça te fait un moment à la fois, un jour à la fois, un moment. Tu sais, tout ça, ça nous ramène à des Ouais. inspirations stoïcistes. Je pense qu'Olivier voulait dire quelque chose. Voulais-tu dire quelque Et chose? quand, Mathieu, demain, ton Facebook Ouais. Live, c'est à quelle heure? À 19h, comme sur ma page Mathieu Martel Philosophe Pro. Donc, vous avez juste à liker. Je t'enverrai un petit rappel dans Messenger. À tous les auditeurs, je renvoie un rappel. C'est pas sur la page Mathieu Martel ordinaire, c'est Mathieu Martel Philosophe. Je t'enverrai un lien. Puis c'est à 7h. Puis j'ai un article, là, j'ai pris des notes à partir d'un article, d'une publication aux belles lettres du stoïcisme. Puis je vais parler vraiment de la notion de citadelle intérieure qui est propre à Marc Aurèle. Puis on va pousser l'aspect éthique, fait que ça va être demain à 19h. Puis je trouvais que ça finissait bien avec notre live d'aujourd'hui. Super, Hey, merci. sur ça, tout le monde, merci beaucoup. 11h30, vous allez recevoir la vidéo, l'enregistrement avec les références. Merci d'avoir été là. Puis bonne fin de journée. Puis à bientôt. Puis merci de votre présence. C'était super. On salue aussi nos auditeurs qui vont nous écouter. Linda qui va nous écouter en différé. François qui va nous écouter. Maudaline. Et il y a quelqu'un d'autre qui est inscrit aussi. Je ne me souviens plus le nom. Mais bonne fin de journée, tout le monde. Merci, Mathieu. Prenez Merci, soin de vous. bye-bye. Bye Bon bye. discernement. Ciao, ciao. Bye. Bye. OK, stop.